Je remercie Philippe de vouloir partager ce moment autour de son livre Applaudissez-moi. Et en fait, c'était à l'origine, on avait été très ambitieux puisqu'on avait prévu de faire une séance de dédicace à la galerie dans le cadre de notre exposition Dystopia. Parce que le livre, par la richesse des sujets traités, est au cœur de l'actualité et faisait vraiment écho avec notre exposition. Et donc du coup, il a fallu digitaliser ce moment. Et en fait, on trouvait que d'une certaine manière, c'était aussi intéressant parce que ça allait permettre d'avoir un temps plus long pour pouvoir échanger et peut-être sortir un peu du livre et de traiter des sujets, sachant que l'exposition que je vous montrerai un petit peu tout à l'heure, donc Dystopia, qui présente deux artistes que sont Curare et Lucas Ribéron, elle a une problématique qui en fait évoque toutes ces dérives humaines et environnementales qui sont totalement liées à l'appât du profit immédiat. Et donc pour pouvoir justement confronter cette approche artistique, je trouvais très intéressant, Philippe, de faire appel non seulement à ta casquette auteur autour de ce livre, mais également les autres casquettes que tu peux avoir, que ce soit en tant que fondateur d'Osons le Progrès, ton think tank, ou bien forcément ta spécialisation en finance verte. Donc, je voulais déjà que tu présentes un peu toutes ces facettes que tu peux avoir. Tu nous montres l'expo après ou, Oui, oui. après merci. D'abord, merci beaucoup Nadège. Donc, effectivement, on avait prévu de faire ça dans ta superbe galerie du Marais. Et pour ceux qui sont là et qui n'ont pas eu la chance d'y aller encore, n'hésitez pas. C'est vraiment un superbe endroit. Donc, merci pour cette invitation. Et donc, effectivement, de toute façon, la littérature et l'art se font écho en permanence. Moi, je suis convaincu de ça. Et donc, c'est un bel échange que de parler de romans et de peinture en même temps. Donc voilà, alors sur les casquettes, je fais très très vite. Il y a plusieurs casquettes, mais il y a la même tête en fait Bien sûr. sous les casquettes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas bien, je, je suis effectivement dirigeant d'une société de gestion d'actifs qui gère de l'argent pour le compte d'épargnants et d'investisseurs institutionnels, avec une spécialité qui est le financement du développement durable ou la finance responsable. D'autres disent que je suis un banquier gentil. Voilà, donc ça c'est effectivement mon activité professionnelle, mais depuis effectivement une dizaine d'années, je me suis vraiment consacré effectivement à essayer de faire bouger le système financier et le monde financier de l'intérieur, en essayant d'y apporter de l'intégration des enjeux, des impacts environnementaux et sociaux. Mais surtout, ça a été une occasion, je pense, unique de se rendre compte qu'on peut connecter sa vie professionnelle et ses valeurs, ce qui est quelque chose dont on ne se rend pas compte, alors probablement beaucoup plus évident quand on est directrice d'une galerie d'art, mais moins quand on est un gérant d'actifs ou un financier. Et pendant très longtemps, j'ai vécu effectivement... Attends, et là, c'est en version, on le voit à l'envers. Voilà. J'ai pendant longtemps vécu avec cette idée que finalement, il y avait des mondes cloisonnés, c'est-à-dire que d'un côté, on faisait des actions politiques ou sociétales, et puis qu'il y avait son métier qui était déconnecté de ça. Et c'est au moment de la crise financière en 2008 que j'ai pris conscience qu'effectivement, on pouvait reconnecter les choses. Et c'est pour ça que je disais plusieurs casquettes, mais une seule tête en dessous, c'est parce que à travers à la fois les tentatives, souvent avortées malheureusement, on pourra en reparler, d'interventions dans le monde politique, mais qui sont traduites in fine effectivement par la création de ce think tank,
dans la littérature ou l'écriture, puisque j'écris à la fois des romans, mais aussi des essais sur les sujets de finance et de développement durable. Donc, dans l'écriture et dans ce que je fais dans mon métier, c'est finalement, voilà, j'espère, une espèce d'unité que j'espère essayer de développer. Et ça, c'est finalement assez agréable. Merci. Alors, peut-être qu'on va essayer déjà, peut-être, avant de parler de livre, donc de pénétrer un peu dans l'univers de cette exposition qui traite du thème de la dystopie. Et je vais peut-être montrer quelques photos tout en parlant des artistes et quelles sont les problématiques qu'ils puissent soulever. Et puis ensuite, on verra comment on peut justement faire le lien entre ces propos et cette démarche artistique et ce que toi, tu penses par rapport à ces problématiques-là, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Il faut que je te permette. Voilà, tu vas pouvoir le faire tout de suite. Ok, donc ça c'est petit voyage au sein de la galerie, donc un petit environnement champêtre. Donc en fait, là on a donc deux artistes qui sont à gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien les photos. Très bien. Ok, donc nous avons à gauche l'artiste Lucas Ribéron, à droite l'artiste Curare. Donc Lucas Ribéron et Curare. Enfin là, Lucas Ribéron, ici Curare. Et en fait, l'exposition donc traite de ce sujet de dystopie, bon, sachant que la dystopie, c'est une utopie un peu inversée, où la société évolue de telle manière que le bonheur n'est plus possible, tout est détestable. Après, pour des raisons diverses, les individus se retrouvent totalement privés de liberté. Et en fait, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant à différents points de vue. Et donc là, vous avez une œuvre qui est assez forte de Lucas Ribéron sur cette dystopie. Donc l'artiste travaille avec l'idée que la vidéosurveillance devient une façon de percevoir le monde pour à la fois déformer ce monde et lui donner ce caractère assez étrange que l'on peut considérer comme justement une représentation d'une dystopie, et en même temps nous retrouver avec des symboles qui sont assez forts. Alors déjà, derrière le fait de traiter les images comme si on était en vidéosurveillance. Donc voilà, c'est cette impression qu'on a. Donc derrière ces idées-là, on a un côté, les thématiques sous-jacentes, déjà, c'est le fait d'évoquer une vision du monde par la vidéosurveillance, en sachant que ce sont des œuvres de peinture, soit sur toile, soit sur papier. La vidéosurveillance n'est qu'une interprétation pour modifier la perception du monde. Et dès l'instant où on se retrouve avec cette vision du monde, on sent une espèce de tension, puisque à chaque fois qu'on regarde une vidéosurveillance, on a toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et donc cette tension nous renvoie à toutes les thématiques qui sont sous-jacentes, que ce soit la thématique de la liberté, la thématique du contrôle, de la sécurité, la thématique de la violence. Donc, et l'artiste interprète à la fois avec des symboles forts. Donc je suis passée assez vite, mais je vais essayer d'être assez brève parce que voilà. Donc en fait, cette œuvre est une référence à la fois à une œuvre qui date du XVIe siècle, dont l'auteur est inconnu, mais qui s'appelle Le Triomphe de la mort et qui est exposée en Italie, dans un musée à Palerme. Et en fait, on a vraiment cette problématique qui rappelle les grandes épidémies. Et dans la symbolique des personnes qui n'échappent pas à la mort,
on a toutes les catégories de professions confondues, donc personne n'y échappe. Et on a aussi, dans l'inspiration de l'artiste Luca Ribeiro, Guernica, et on a aussi l'œuvre de Basquiat avec le cheval mort. Donc c'est un peu l'histoire de la dystopie qui est caractérisée par cette œuvre, sachant qu'on a à droite cette espèce de fenêtre vers l'espoir, vers la lumière, et c'est un peu ce que chacun des deux artistes essaye de nous donner, notamment avec cette lune de Luca Ribeiro qui est quelque part la lumière au fond du tunnel. Et pour l'artiste Curare, là on est plutôt dans un registre où la symbolique est plus directe, plus immédiate. On a une nature complètement endeuillée avec quand même des symboles de liberté. On voit l'extrême fragilité du monde et la fragilité croissante du monde qui nous entoure, et puis avec des symboles extrêmement puissants, chaotiques. On est vraiment dans une espèce de catastrophe et d'apocalypse. Et cela fait également écho à les nouveaux moyens technologiques qui sont totalement matérialisés dans cette œuvre qui traite du processus générationnel. On a 3 générations de personnes, on a un petit enfant par terre qui joue avec une tablette, et c'est une façon de dire que la tête est déconstruite dès l'instant où on commence à utiliser une tablette. C'est très schématique évidemment, mais il y a cette idée de la construction où si on s'éloigne un peu de toutes ces choses très technologiques, on revient à la réflexion, on revient à la formation intellectuelle, on revient à l'esprit, et donc on revient vers quelque chose où on prend plus de recul, on prend plus le temps de réfléchir, et donc on s'écarte un peu de cette espèce d'idée totalement de manipulation qu'on peut avoir avec l'ampleur des réseaux sociaux, des applications et toutes ces choses-là. Enfin, bon, j'étais un petit peu longue. Voilà, j'essaie de synthétiser malgré tout. Et donc, je voulais avoir ton avis, Philippe, sur est-ce qu'aujourd'hui, en fait, d'une espèce de fiction, de récit fictif sur le désespoir, est-ce que notre réalité est devenue une dystopie? Vaste question. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si c'est une dystopie, mais on est confronté à une situation. Enfin, moi, je suis particulièrement inquiet de la situation de fracture totale dans laquelle sont plongées les sociétés des pays développés, enfin les États-Unis, l'Europe. On voit avec ce qui se passe aux États-Unis et les élections actuellement. Ce sont des mondes qui sont complètement en train de se heurter, de se fracturer. Et qui n'arrivent plus du tout à se parler, quoi. Donc, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et, et puis, par ailleurs, je crois qu'au-delà de ça, il y a aussi la question de... donc, à l'intérieur de la société, et puis entre la société et ses dirigeants, il y a une rupture de confiance totale, en fait. Il n'y a plus de confiance dans rien. Là, on vient de le voir avec ces derniers jours, avec la diffusion de ce documentaire là, dont vous avez sans doute entendu parler, là, Hold Up. Hold Up. Je n'ai pas vu, hein, parce que je ne veux pas perdre du temps à regarder ça, mais bon, on voit bien que c'est quelque chose qui prend énormément, hein, qui se diffuse de façon virale, et qui montre qu'il n'y a plus de confiance du tout dans le discours, dans la vérité, dans le discours qui est porté par les dirigeants. Et donc, on est vraiment dans cette société complètement fracturée. Et cette fracture, elle vient effectivement de choses extrêmement concrètes, de la question des inégalités qui est une évidence, qui a complètement cassé cette unité des sociétés. Et du coup, la création d'un énorme ressentiment. Alors, je reprends le mot qui est de Cynthia Fleury, là, qui vient de publier un bouquin extrêmement difficile à lire, mais enfin, en tout cas, la thématique est très importante. Donc, c'est Sigil amer, où donc elle explique effectivement la problématique du ressentiment, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif.
Et on est aujourd'hui dans cette situation-là, c'est-à-dire une partie de la population qui a voilà, créé en elle une telle frustration, un tel ressentiment vis-à-vis du reste de l'élite, que sa seule solution, c'est finalement d'essayer de se regrouper, de créer du collectif, mais en créant ce collectif, on crée une réaction violente par rapport effectivement aux dirigeants, à l'élite, au monde économique. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui effectivement dans la plupart de nos pays et qui a été accéléré par la crise sanitaire. Donc, c'est ce que, si je reprends juste une image que j'utilise dans le roman dont on parlera tout à l'heure, c'est que la crise sanitaire, elle nous a replongé dans l'ancien régime, dans l'ancien monde, dans le monde d'il y a quelques siècles. C'est-à-dire, on a retrouvé les catégories de l'ancien régime. Si vous regardez ce qui s'est passé pendant cette phase de confinement, notamment, on a eu finalement une espèce d'aristocratie. Et l'aristocratie, c'est les cols blancs, les intellectuels, enfin ceux qui travaillent dans les entreprises et qui sont en capacité de faire du télétravail et qui ont vécu ce télétravail dans leurs appartements parisiens ou pour certains d'entre eux dans leur résidence en province. Et donc, on a eu cette espèce d'aristocratie qui est devenue visible. Et puis, à côté de ça, on avait une force extrêmement puissante du monde médical et qui est apparue comme étant en quelque sorte un peu le nouveau clergé. Un nouveau clergé. Non, je sors pas. Ah, ça y est. Un nouveau clergé qui s'est mis à parler, à exprimer, à donner des indications très fortes avec les hôpitaux devenant en quelque sorte un peu les nouveaux temples du moment. Et puis, à côté de ça, un tiers-État qu'on a jeté dans les rues en quelque sorte et qui est resté dans les rues et qui a continué à assumer les fonctions vitales, donc des infirmières, des aides-soignantes, les caissières, etc. Et je cite ces exemples-là à dessein parce que ce sont très souvent des femmes qui ont été aussi en première ligne pendant ces moments-là. Et donc, on retrouve finalement une structuration de la société qu'on n'avait pas connue depuis extrêmement, extrêmement longtemps et qui ne fait qu'accentuer les ruptures qui existaient, qui préexistaient évidemment à cette crise sanitaire, mais qui sont exacerbées en quelque sorte par la situation de confinement, de crise économique et sociale qui est en train d'arriver. Donc tout ça, si ce n'est pas de la dystopie, c'est en tout cas une situation extrêmement difficile. Et donc la question est maintenant effectivement où est-ce qu'on peut trouver la lumière au bout du tunnel dont tu parlais, que certains des artistes essayent de visualiser, enfin de représenter. Mais voilà, c'est ça un peu la question. Alors, peut-être juste un mot, après je te redonne la parole, mais juste justement sur cette lumière au bout du tunnel, moi je suis assez frappé par le fait que il y a une grosse différence entre le premier confinement et puis le deuxième confinement qu'on vit aujourd'hui. Dans le premier confinement, il y avait quand même une espèce, alors évidemment, il y avait la maladie, il y avait les morts, etc. Mais il y avait une espèce de légèreté, je dirais, ambiante, avec notamment énormément d'écrits de gens qui s'imaginaient, qui essayaient d'imaginer le monde d'après. Tout le monde parlait du monde d'après. Alors, c'était évidemment un peu un leurre, parce que c'était un moyen pour beaucoup de remettre sur le marché des idées qui étaient déjà bien existantes. Donc, il y avait beaucoup de recyclage dans ces textes sur le monde d'après. Mais enfin, cette idée de se dire, OK, on est sur un moment de passage très difficile, mais derrière, il y a un monde un peu différent de celui qu'on avait avant, et donc on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Ça donnait quand même une certaine légèreté au moment, d'espoir. Là, pendant ce deuxième confinement, vous voyez qu'on est dans une situation complètement différente. Un, il n'y a plus d'applaudissements le soir à 20h aux fenêtres. Et deux, je n'ai pas vu un texte parler du monde d'après dans la presse, dans les journaux, ces 2-3 dernières semaines. Là, donc, il y a une espèce là, de chape de plomb qui est tombée, qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus angoissante que celle qu'on a connue au printemps. Et d'une certaine façon, même l'annonce du vaccin n'a pas complètement changé cet état d'esprit aujourd'hui. Oui.
Alors j'avais juste une dernière question, je vais essayer de la faire très rapidement avant de passer à ton livre. Mais justement, tu évoquais tout à l'heure un documentaire Hold Up. Nous, à la galerie, en fait, on a été extrêmement intéressés par ce fameux documentaire Netflix qui s'appelle The Social Dilemma, où en fait on a justement, on voit des éléments qui peuvent exacerber ce sentiment un peu de chaos, et notamment ce reportage en fait met en lumière différentes dérives qui sont liées à certains grands noms que sont les GAFAM. En résumé, on a des personnes qui ont travaillé chez Google, des personnes qui ont travaillé chez Facebook, des personnes qui ont vraiment été au cœur du cyclone, au cœur du réacteur de toute cette avancée technologique qui a permis non seulement d'avoir cet énorme recueil de données à un niveau qu'on n'imagine même pas, mais également qui ont aussi le reportage met énormément l'accent sur cette façon qu'on peut, sans s'en rendre compte, cet algorithme, ce fameux algorithme, qui devient une sorte de Big Brother qu'on n'aurait même pas pu imaginer, nous éloignerait de cette réflexion, justement, on subirait cette influence des intox qu'on peut recevoir. En tout cas, il y a quelque chose de très sournois qui s'immisce dans nos inconscients et qui nous donne presque l'illusion que ce que l'on pense, en fait, on le pense parce qu'on a bien voulu nous le faire penser, même si on a encore cette illusion d'être libre de penser. Et bon, ça, c'est évidemment des choses qui certainement se discutent, mais toi, en tant que justement progressiste, est-ce que dans ces applications, dans ces espèces de masses de données qui circulent comme ça, est-ce que tu vois quelque chose de positif, ou tu penses que, au contraire, ça peut devenir vraiment dangereux? Je pense que ça peut devenir dangereux dans le sens où, bon, je veux dire, il faut faire attention à, forcément, c'est très, c'est pas blanc-noir, hein, les débats sur la technologie de façon générale. Et puis, il faut bien se mettre aussi en tête que je pense que la technologie est difficile à arrêter. Enfin, tous les débats sur il faut arrêter la 5G, par exemple, ce genre de choses-là me paraissent assez stériles parce que je ne vois pas un arrêt à un moment ou à un autre dans l'histoire d'une technologie qui se développe. Donc, il faut plutôt réfléchir à la façon dont on utilise ces technologies et comment est-ce qu'on peut réguler l'utilisation des technologies plutôt que d'arrêter leur développement. C'est ça, c'est je pense, un premier point. Et ensuite, effectivement, on l'a vu avec les débats autour de l'application Stop Covid ou Tous Anti-Covid maintenant, donc une espèce de crainte, effectivement, que les données soient accaparées par des dirigeants. Mais finalement, ça, on peut le mettre aussi en parallèle, en relation avec les craintes autour de la vaccination. Ce n'est pas de la technologie, enfin, c'est une autre forme de technologie. Et derrière ça, il y a une question effectivement de rupture de confiance. On n'a plus confiance effectivement dans ceux qui pilotent cela, qui dirigent ça, qui maîtrisent ces données ou qui maîtrisent cette technologie. Et ça, évidemment, c'est très inquiétant et c'est lié en partie à la puissance des entreprises, des GAFA et des grandes entreprises de la tech. Et notamment dans un contexte où ces entreprises-là sont aujourd'hui de plus en plus déconnectées de l'intérêt général, ne serait-ce que par un élément fondamental de l'intérêt général qui est le consentement à l'impôt. Voilà, enfin, nos sociétés, nos économies sont quand même très fortement conditionnées par ça. La solidarité se fait en grande partie par la redistribution et par de l'impôt. Or, ces entreprises-là, progressivement, se déconnectent complètement de ce système en payant de moins en moins, voire un jour plus du tout d'impôts par leur mécanique. Et donc ça, c'est, je pense, un élément qui accentue cet effet de perte de confiance. Voilà. Donc la question de savoir maintenant comment est-ce qu'on peut renverser la balance
et notamment renverser la balance entre ces grandes multinationales, ces GAFA et les États, est une question intéressante. Je pense que pendant les États sont revenus un peu au premier plan pendant cette crise sanitaire. Et donc, notamment parce que finalement, quand on voit qu'on se trouve dans une situation de crise de ce type-là, on fait appel à qui peut fermer les frontières, qui peut décider d'un confinement, qui peut faire des plans de relance à plusieurs centaines de milliards, ce sont les États. Donc on s'est retourné massivement vers les États, ce qui n'était pas du tout le cas au cours des années précédentes. On avait au contraire vécu un élément inverse finalement de retrait des États et de prise de pouvoir par un monde économique. Là, on a un élément de balancier qui arrive, mais comme la confiance dans les États et les gouvernants n'est pas beaucoup plus forte que dans le monde économique, c'est un peu un dilemme, c'est-à-dire qu'on passe d'une absence de confiance à une autre absence de confiance. Mais pour autant, voilà, cette question de l'équilibre entre le poids des États et le poids des entreprises, je pense, peut bouger dans les années qui viennent. Voilà, peut-être quelques réflexions. Et justement, la confiance est d'une certaine manière un élément central de ton bouquin, puisqu'on a un héros à la Houellebecq, enfin anti-héros, héros, on ne sait pas trop justement. À la Houellebecq ou à la Beck BD, on est un peu dans la veine d'un roman très contemporain, assez noir, avec beaucoup d'autocritique, beaucoup de lucidité, beaucoup de conscience. Mais justement, il y a un rapport à la confiance entre la confiance qu'a ce personnage Samuel et le monde environnant. Donc, c'était une façon de faire une transition vers ton bouquin, mais je pense que tu sauras bien mieux en parler et le résumer que moi. Si tu veux bien le présenter comme ça, en tout cas. Oui, enfin, clairement, bon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux peut-être simplement dire que les moments de crise sont des moments intéressants pour écrire et que finalement, ce livre, enfin, il faut savoir que c'est la suite d'un bouquin que j'ai écrit il y a 10 ans. Donc c'était au moment de la crise financière. Donc c'était mon premier roman que j'ai sorti en 2011 qui s'appelait La fumée qui gronde. La fumée qui gronde, alors pour ceux qui ont lu, applaudissez-moi, vous savez aussi, la fumée qui gronde, c'est la traduction en français du nom qui est donné par les habitants, les indigènes des chutes Victoria. Donc voilà, c'est Mosi Otunya, je sais, probablement dans une prononciation qui est très approximative, mais Mosi Otunya, ça veut dire la fumée qui gronde. Et donc, ce roman, je l'avais écrit en 2011, juste après la crise financière. Et c'était l'histoire d'un trader qui travaillait chez Lehman Brothers et qui se retrouvait donc expulsé de sa banque qui était en train de faire faillite avec un carton dans les bras avec ses affaires personnelles. Et qui est complètement déstabilisé, évidemment, parce que c'est une rupture absolue, totale par rapport au monde dans lequel il avait l'habitude de vivre. Et il s'enfuit, d'abord avec son fils, et puis dans le sud de la France, et puis ensuite il s'enfuit en Afrique australe, au Chute Victoria. Et donc voilà, donc ça c'était un peu le première vision de comment est-ce qu'on réagit à une crise de ce type-là et comment est-ce qu'on arrive à rebondir après une crise de ce type-là, qui est évidemment complètement lié à ce que j'ai vécu à l'époque, puisque à l'époque j'étais effectivement dans le monde de la finance depuis 20 ans et cette crise financière a été... je n'ai pas fait partie de ceux qui avaient compris bien avant cette crise financière que le monde financier allait dans le mur. Je fais juste un petit clin d'œil à Carlos ici, parce que je crois que lui, il a été parmi ceux qui avaient sans doute vu ça avant les autres. Mais effectivement, au moment de la crise financière, j'ai compris
qu'il fallait qu'il fallait changer de route de façon évidente. Donc, je ne me suis pas enfui et je me suis lancé dans la finance durable et responsable. Et du coup, là, au moment de ce confinement, ben, j'ai ressuscité, j'ai remis en selle ce héros, ce héros du premier roman, en imaginant finalement sa vie au cours des 10 dernières années, d'une crise à l'autre, de cette crise financière à cette crise sanitaire. Et donc, pendant ces 10 ans, ben, ce personnage rebondit. Il revient d'Afrique, il revient en Europe, il se relance effectivement dans la finance et il se retrouve confronté à cette crise financière. Et au moment où les marchés s'écroulent après le début du Covid, il est complètement déstabilisé à nouveau. Il se dit voilà, ça y est, ça revient, c'est à nouveau la catastrophe. Et finalement, tout ce que j'ai à nouveau essayé de faire, cette deuxième tentative, n'a pas été une réussite. Et donc, il s'enfuit dans sa tête cette fois, puisqu'il n'a pas la capacité de s'enfuir ailleurs, puisque le confinement l'empêche de s'enfuir ailleurs. Et donc, voilà, il va essayer d'imaginer une nouvelle façon de rebondir et de répondre à cette crise financière à travers voilà, une décision qu'il va prendre et que je ne révèle pas pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Mais voilà, mais en fait, le livre commence... dans ses premières pages, le héros Samuel est convoqué dans les locaux de la police judiciaire à Paris pour un soupçon d'escroquerie et détournement de fonds. Et pendant l'ensemble du bouquin, il va donc expliquer à l'inspecteur qui l'interroge à la fois son passé, son histoire, pourquoi il en est arrivé là, comment il a vécu son confinement, et finalement donner une explication à cette suspicion de fraude, et donc donner la clé de ce qu'il a décidé de faire. Et, merci beaucoup pour ce résumé. Alors, en fait, j'insiste parce que c'est vraiment très, très bien écrit. Et il y a des notions qui sont très intéressantes. Il y a des très jolies images. Et justement, tu en parlais tout à l'heure. À un moment donné, donc par rapport à ce confinement, tu évoques une leçon de la Kabbale en disant, en fait, tu mets en regard justement cette fuite d'une part après la première crise financière et d'autre part ce moment de confinement où d'un côté, et tu parles de justement de cette sensation de liberté, tu poses la question quelque part de ce qu'est la liberté et de ce qu'est la conscience quand tu dis la liberté ne consiste pas à fuir mais à s'ancrer, à ressentir la présence de soi, un détachement de soi-même. Donc, pour gagner son indépendance, il faut d'abord créer une absence, former un vide autour de soi, se retirer. Dieu lui-même s'est retranché pour donner naissance au monde. On doit créer l'espace de sa liberté. C'est une leçon de la Kabbale, effectivement. Je ne suis pas un kabbaliste. Hein. Il se trouve que j'ai fait un coaching dans le cadre professionnel l'année dernière. J'ai échangé avec un coach pendant toute une année, et c'était lui un spécialiste de la Kabbale, et donc il m'a un peu poussé à faire quelques lectures de ce sujet-là. Et effectivement, un des points clés de la Kabbale, c'est l'explication de la création du monde. Une grande partie de la Kabbale, c'est l'explication des origines. Et donc, la Kabbale explique que pour créer le monde, Dieu étant tout, avant la création du monde, Dieu est tout, et donc il ne peut pas créer quelque chose à l'intérieur de tout. C'est juste pas possible. On ne peut pas créer quand on remplit la totalité de la réalité. Et donc, pour créer quelque chose, il doit d'abord se retirer. Et donc, il se retire, et en se retirant, il crée un vide, il crée un espace. Il crée donc un espace de liberté, et c'est dans cet espace de liberté qu'il va créer le monde. Et donc, c'est voilà, cette image que je trouve assez forte, assez intéressante, parce que c'est vrai que quand on est
plongé dedans. On a souvent du mal on est le nez dans le guidon, on va dire, pour dire les choses de façon un peu plus triviale. Et donc, cette expérience de confinement a permis un petit peu ça, enfin, on peut permettre ça, c'est-à-dire de se retirer un instant, faire un pas en arrière, on va dire, ou un pas de côté, et du coup, se créer cet espace de liberté. Et ça, je fais enfin, peut-être le parallèle de ce qu'est un roman et ce qu'est la littérature. C'est-à-dire que moi, je trouve que, évidemment, dans un livre comme ça, je parle de moi pour l'essentiel. Hein, voilà, enfin, Nathalie pourrait vous dire ce qu'il y a de vrai et de faux. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je parle beaucoup de moi. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec la littérature d'autofiction. Donc, je ne sais pas si vous avez lu Yoga d'Emmanuel Carrère ou les bouquins d'Emmanuel Carrère de façon générale. Donc, dans son dernier bouquin Yoga, il raconte des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de liens, enfin, qui me parlent beaucoup, mais avec cette technique de l'autofiction consistant à se raconter tel qu'on est de façon réelle. Hein, et je trouve ça assez ennuyeux, en fait, à vrai dire, à la lecture. Enfin, moi, c'est comme ça que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Moi, c'est bien écrit, mais je trouve ça ennuyeux. Et moi, je trouve du coup intéressant de faire au moins le pas de côté qui permet de se créer cet espace de liberté. Et le roman, c'est vraiment ça pour moi. Je fais le pas de côté et du coup, j'ai la liberté de dire des choses et de raconter des choses qui évidemment sont une partie de moi, mais ne sont pas moi au sens strict du terme. Voilà. Sachant que tu n'as pas peur de dire des choses qui peuvent assez déranger d'une certaine manière. Enfin, j'ai cette impression. Dans le monde bancaire, tu veux dire? Par exemple. Mais disons que déjà, je trouve, enfin, si je puis me permettre de donner une jolie image comme ça, à un moment donné, je retrouve mes notes. Oui, toujours dans ce voyage initiatique, tu passes beaucoup de temps en Afrique et tu dis que tu es dans une phase de ta vie où tu absorbes les choses, donc tu es très réceptif. Ça pourrait aiguiser ton sens de l'observation, sauf que tu dis qu'au bout de 2 ans en Afrique, tu n'as toujours pas vraiment compris certaines choses. Et tu mets en regard à la fois les contradictions et la dépendance pathologique à la demande des pays riches. Et en même temps, tu dis, les hommes et les femmes, ils cultivent un rapport au temps, à la terre et à leurs semblables qu'il serait vain que j'essaye d'expliquer avec mes mots. Ce serait leur manquer de respect. On parle de ce qui nous est étranger avec beaucoup trop de condescendance. C'est déjà dire des choses comme ça, c'est déjà remettre en question beaucoup des comportements qu'on peut avoir dans certains pays, dans certaines entreprises, par rapport à cette condescendance, justement. Enfin, c'est dire avec beaucoup de délicatesse à quel point on est dans quelque chose où en fait on croit savoir mieux que les autres et imposer aux autres. Ça peut créer des choses. Enfin, l'exemple le plus flagrant est la colonisation, l'ingérence, enfin, beaucoup de choses. Aujourd'hui, la délocalisation sont quand même ce sont des choses qui sont qui nécessitent des remises en question de notre part. Oui, je pense l'idée, je pense qu'il faut avoir une certaine humilité, effectivement, quand on parle des cultures et de la façon de réagir de cultures qui nous sont étrangères. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas avoir des valeurs qu'on considère comme universelles. Hein. Ça, je pense que c'est aussi important. Mais c'est vrai que comprendre la relation, là, en l'occurrence, effectivement, aux humains, au temps, à la nature, ce sont des choses qui sont difficiles
à décrire quand on n'est pas, quand on l'a pas vécu, enfin quand on ne fait pas partie de cette culture-là. Donc voilà, donc c'était plutôt voilà, une question d'humilité. Ce que l'Afrique, pourquoi l'Afrique là dans le livre ici, c'est que finalement, à un moment donné, je dis aussi, c'est l'arrière-cour de la crise. En fait, et en 2008-2009, ça a été le cas. C'est-à-dire que, ça va être le cas à nouveau cette fois-ci. Alors, je parle de l'Afrique, mais ça pourrait s'étendre à d'autres pays en développement ou des pays pauvres. C'est que on voit bien que ces crises-là ont tendance à accélérer les inégalités à l'intérieur des pays, mais aussi entre les zones, entre les pays. Et pendant la crise de 2008-2009, c'est évident que la crise économique s'est faite ressentir en Afrique beaucoup plus longuement que dans les pays développés. Et donc, cette espèce d'arrière-cour qu'on ne veut pas voir, dans laquelle on met un peu tous les problèmes et les conséquences de nos crises et de la façon dont on les gère. Donc ça, je pense que c'est probablement ce qui va se repasser à nouveau dans le cadre de la crise sanitaire. Enfin, juste pour revenir de façon générale sur l'impact sur les inégalités, je pense qu'on voit bien, même en France, hein, si on regarde l'impact, par exemple, de la crise sanitaire sur l'épargne, c'est assez frappant. Je ne sais pas si vous avez vu ces graphiques où on voit qu'il y a une énorme épargne qui s'est accumulée au cours des 6 derniers mois. Mais en réalité, il y a 8 déciles, les 8 premiers déciles de richesse qui ont effectivement épargné, mais les 2 derniers ont désépargné. Donc, c'est-à-dire qu'au contraire, puisé dans leurs ressources. Donc, on a une accentuation assez massive des inégalités, et c'est évidemment le cas aussi entre les pays. Donc voilà, surtout avoir de l'humilité quand on parle et quand on raisonne sur des endroits qu'on connaît pas bien. Et justement, c'est aussi en Afrique que tu rencontres Tim, dont tu dis ce personnage dont tu dis que c'est ta rédemption, en fait. Enfin, tu en parleras mieux que moi, mais ce que je trouve intéressant, c'est justement ce personnage incarne ton passage, comment la finance durable devient quelque chose qui prend tout à fait une autre dimension. D'ailleurs, encore là, les phrases que tu utilises sont toutes assez poétiques. Tu parles d'alchimie, de transmutation du mal absolu en espoir. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, on a aussi une phase A et une phase B. C'est-à-dire que le héros en question, il se retrouve après la crise financière, se retrouve en Afrique et il rencontre effectivement ce personnage qui travaille aux Nations Unies, donc Nations Unies à l'Agence pour l'environnement des Nations Unies. Donc vous savez que l'Agence pour l'environnement des Nations Unies a son siège à Nairobi en Afrique. Et donc il le rencontre et ce jeune Anglais qui a débarqué là pour travailler sur la question de la déforestation notamment, lui explique qu'il y a un nouveau processus international qui s'appelle REDD, qui permet de financer en quelque sorte la conservation des forêts, c'est-à-dire que quand un pays en développement prend des engagements forts pour conserver ses forêts, eh bien, il crée de la valeur et donc des crédits carbone qui peuvent être ensuite vendus à des entreprises ou à des épargnants dans les pays du Nord. Voilà. Et donc, il lui explique cette mécanique-là. Et là, le financier a une espèce d'illumination en disant « mais c'est extraordinaire, c'est de la finance en fait ». Et donc, ça veut dire que finalement, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, dont je pense, voilà, post-crise financière, le héros pense que finalement ça aboutit à la catastrophe et il se dit miracle, mes compétences peuvent finalement être utilisées différemment et peuvent servir à sauvegarder des écosystèmes, des forêts et donc je peux avoir un impact positif et donc c'est une rédemption pour lui, c'est une illumination et donc il va se lancer là-dedans à corps perdu en se disant c'est une façon de
de corriger tout ce que j'ai fait jusqu'alors. Et évidemment, alors, je ne sais pas si c'est la crise sanitaire qui finalement est le deuxième choc qui lui montre que potentiellement il n'a pas atteint son objectif. En fait, je pense que c'est bien avant. La crise financière est juste un moment où le projecteur est mis sur le sujet, mais il y a cette désillusion qui est là bien avant. Et qui est une des choses que je ressens au quotidien. Mais simplement là, je crois que là, voilà, je l'ai simplement exagéré un petit peu, accentué un petit peu dans ce personnage. Mais il y a effectivement cette désillusion de se dire l'inertie du monde actuel, l'inertie de l'économie, l'inertie du capitalisme est tellement forte que ce retour en permanence au business as usual est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à contrecarrer. Et pire que ça, on se retrouve, même quand on veut agir dans ce type d'action, donc de finances durables, ou quel que soit le secteur dans lequel on agit, on se retrouve vite dans une situation schizophrène où on a du mal effectivement à la fois agir dans le monde tel qu'il est, utiliser le système et en même temps essayer de se battre contre le système. Et ça, c'est effectivement une schizophrénie assez complexe. Et donc, voilà, donc le héros se retrouve confronté à ça. Et voilà, confronté à ça et confronté à ça à travers le système et à travers la réaction des leaders, enfin de ceux qui tiennent ce système aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on se dit est-ce que oui ou non on fait partie de ce monde ou pas. Voilà. Et il y a ce côté, je trouve, je pense un peu société de caste aujourd'hui qui est en train de se reconstruire. Je l'ai dit à travers le monde de l'ancien régime, et globalement l'autre image qu'on pourrait avoir, c'est cette société de caste. Et donc réussir à faire bouger les choses sans comprendre les liens qui tiennent cette société de caste, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est ce que tu dis. Quand tu dis la méthode érodée, elle consiste à laisser aux activistes une juste place, suffisamment pour qu'ils aient une illusion de changement, pas assez pour que la course du monde en soit réellement modifiée. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, cette puissance du business as usual, c'est une capacité à digérer en quelque sorte les conflits, en fait, à digérer les réactions négatives, enfin ceux qui se battent contre ce système-là, et à les intégrer, et à les faire quasiment siennes. Enfin, on le voit aujourd'hui dans la finance durable, c'est quand même un peu une évidence, c'est que à partir du moment où les choses se généralisent, où l'idée se généralise, elle est reprise en main par ceux qui tiennent le système. Ça avait été, je crois, très, très bien décrit par Naomi Klein dans ses bouquins. Si vous avez lu Tout peut changer, elle décrit bien ça, où elle montre que finalement, le monde économique a une énorme capacité à digérer les attaques contre lui. C'est-à-dire qu'elle explique bien que sur le sujet du climat, dans un premier temps, dans tous les congrès qui parlaient de climat et de crise climatique, dans les années 80-90, on trouvait essentiellement des scientifiques et des ONG. Et puis progressivement, on a trouvé des scientifiques, des ONG et des dirigeants politiques. Et puis depuis peu, maintenant, l'essentiel de ces tribunes sont trustés par des membres de l'élite économique. Et donc cette capacité de digestion et d'absorption et d'inertie est effectivement très forte, et elle consiste en effet à accepter la contestation, à
à laisser la contestation se développer parce que effectivement, si on l'étouffe complètement, ça peut être dangereux. Donc c'est une espèce de soupape comme dans une cocotte minute, quoi. Donc on essaye de laisser la contestation se développer, mais jamais suffisamment pour faire exploser les choses. On va être un peu pris par le temps, parce qu'on pourrait parler pendant des heures, mais on n'est pas tout seul. Et donc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qui te paraît important au sujet de ton livre avant qu'on laisse la parole à nos invités? Peut-être une chose, je crois que c'est voilà, c'est un livre qui est centré quand même autour d'une figure qui est la figure de l'infirmière. Et donc voilà, je crois qu'il y a aussi ce côté place des femmes dans la société et symbolique en quelque sorte de la violence de la société, de la rupture de la société que sont les femmes aujourd'hui, qui me paraît aussi un élément, qui est un élément important du livre. Et à côté de ça, tu parles de la collection de Samuel, la collection d'art, avec que des visages féminins. Avec voilà. Donc là, c'est le mauvais exemple que vous avez derrière moi, parce que c'est parmi les œuvres qu'il y a chez moi, c'est une des seules qui n'est pas un visage de femme. En l'occurrence, ça c'est je sais pas, Nadège, tu reconnais sans doute, c'est un tableau de Christian Guémy, de C215. Oui, mais on voit pas très bien, Philippe. mais je connais bien l'artiste. Mais en tout cas, voilà, les visages de femmes sont effectivement une image dans la collection du héros qui sont prédominantes. Oui. Merci. Question, finalement. Merci en tout cas aussi à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. C'est vraiment très, très agréable et très sympa de pouvoir parler de son bouquin comme ça. Claire ? Comment ça fonctionne ? Ah, pardon. Il faut enlever le mute, Claire. On n'entend pas. Non. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Oui. Ouais, moi j'ai une question qui est en lien avec l'expo de Nadège, c'est qu'on parle depuis le début de dystopie, de dystopia dans l'exposition, mais de dystopie dans le livre. Et en même temps, Samuel, c'est grâce à la crise quelque part qu'il a réussi à changer, à se resetter en 2009. Et pourquoi est-ce que finalement cette crise-là ne va pas aussi donner lieu à des choses plus positives, consommer moins, effectivement l'avènement de plus d'écologie. Enfin, peut-être qu'il y a aussi des choses intéressantes et positives à sortir de tout ça, ce que disent les artistes, et ce que nous, on peut espérer aussi pour la suite. J'espère. Hein, on a fait, pendant le premier confinement, j'avais pris l'initiative avec Stéphane Distinguin, qui est le patron d'un cabinet de conseil qui s'appelle Faber Novel, qui est un spécialiste de tout ce qui est justement tech et digital. On avait pris l'initiative de faire un échange éphémère en fait pendant tout le confinement qui s'appelait Recovery. Et où on essayait de réfléchir à qu'est-ce que sera l'entreprise, on s'était focalisé sur l'entreprise en l'occurrence, qu'est-ce que sera l'entreprise post-crise sanitaire et qu'est-ce qu'on peut garder de bien de cette période-là et qu'est-ce qu'il faut changer demain. Et on avait évoqué quatre grands sujets pour l'entreprise. Le premier, c'était les nouveaux modes de travail. Qu'est-ce qu'on peut garder de bien de ce qui s'est passé pendant cette crise-là, et notamment toute la question du télétravail et donc les nouvelles façons de travail collaboratif. La deuxième idée, c'était autour de la relocalisation. Comment retrouver des marges de manœuvre en relocalisant une partie de la production en France et en Europe. Le troisième élément, c'était sur les synergies et la collaboration entre les acteurs. Est-ce que précisément on pouvait essayer de sortir des silos et de travailler beaucoup plus en collaboratif. Puis la dernière, c'était le rôle de l'entreprise, une entreprise plus connectée à l'intérêt général,
et notamment en lien avec une nouvelle disposition qui existe aujourd'hui dans la loi française, qui est la création de la société à mission, qui consiste donc pour une entreprise à se dire, voilà, moi j'ai une mission qui est connectée à l'intérêt général. Voilà un peu les différents. Donc tout ça pour dire que oui, il y a quand même des vraies voies, des vraies avenues qui sont en train de s'ouvrir pour effectivement faire mieux. Il y a évidemment aussi les plans de relance. On voit bien, voilà, quand on dit aujourd'hui, il y a un plan de relance en France de 100 milliards avec 30 milliards sur la transition écologique, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une prise en compte, une prise de conscience que c'est des choses importantes. Après, est-ce qu'on est réellement dans le moment de transformation profond? C'est une question voilà, qui se pose. Je pense qu'on pourrait être dans un mouvement de transformation profond si on arrivait à résoudre les problèmes de confiance dont je parlais précédemment. C'est-à-dire que les problèmes de fracture et de confiance qu'il y a dans la société, je pense, sont des vrais freins à la transformation. C'est là où je suis un peu plus inquiet, effectivement. J'aimerais bien prendre la parole une question juste 3 minutes. Après, je vais vous laisser pour le musée de la Libération en ligne, avec les nuits des musées. Simplement, pour nuancer un peu vos propos concernant l'Ancien Régime, je trouve que c'est un rapprochement très intéressant. Comme vous l'avez signifié, je pense que c'est assez antécédent à ce qu'on vit, à savoir que ça exacerbe tout ce qui se prépare depuis 2008. Ensuite, il y a eu les Indignados, les mouvements en Grèce, Nuit debout. Simplement, je pense que la fracture, elle va plus loin. C'est-à-dire que je trouve très brutalement segmenté d'arrêter aux infirmiers et infirmières qui, d'après moi, sont déjà dans la classe moyenne. C'est-à-dire que c'est avec eux que commence la classe moyenne, car ils ont quand même un bac +3. Et qu'en effet, les caissiers, caissières et autres vont particulièrement subir la crise de l'emploi qui s'annonce avec la digitalisation de la société que vous mentionniez. Et donc, je pense qu'il y manque quelque chose de beaucoup plus internationalisé, à savoir qu'il y a cette logique des 99%, et par ailleurs, donc, un véritable, une convergence des luttes, en fait, comme on a vu avec les Gilets jaunes, etc. Et d'ailleurs, pour avoir travaillé dans la restauration rapide de nuit en parallèle de mes études, il n'y a pas tellement de conscience politique, en fait, lors de la pause repas, par exemple. On parle plus de références culturelles partagées, type films, dessins animés, mangas, jeux vidéo, quelque chose de très technologique, beaucoup plus que de politique. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, peut-être. Oui, j'avais une question par rapport à un mot que vous avez utilisé et qui revient régulièrement, c'est le mot de la confiance. Alors, qui est que je trouve assez important parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'il n'y a plus de confiance dans le monde politique, il n'y a plus de confiance dans les acteurs de la finance, ça depuis bien longtemps, mais en tout cas en particulier depuis 2008. Et il n'y a même plus de confiance d'ailleurs dans les scientifiques, puisque maintenant on est plus dans la croyance. Et c'est ce qui d'ailleurs ressort aussi dans différents sondages sur la croyance ou non du réchauffement climatique, sur la croyance ou non du Covid. Hein, en ce moment, c'est plutôt ça, alors qu'on est sur des faits qui sont scientifiques. Mais je dirais que ceux qui sont peut-être, alors c'est vraiment une question pour vous et aussi peut-être pour Nadège, hein, ceux qui sont peut-être les vrais, ou qui pourraient être des leviers, enfin vous le mentionnez d'ailleurs, qui sont des leviers importants pour, notamment pour le réchauffement climatique, pour avoir une société plus socialement responsable, ou en tout cas bienveillante envers l'écosystème. Le monde de la finance, en fait, en fait partie de ces acteurs, puisqu'ils sont le premier levier, en fait, pour agir sur les acteurs économiques avec les impôts. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on n'a plus trop confiance en eux, en fait. Les gens n'ont plus confiance en eux depuis 2008. Et puis aujourd'hui, s'il fallait avoir confiance en eux, j'ai envie de dire qu'il y aurait beaucoup plus d'acteurs
non pas, je ne vais pas parler de Mirova en particulier, mais en tout cas, il y aurait beaucoup plus d'acteurs qui seraient engagés dans le monde de la finance, qui seraient beaucoup plus engagés sur ce terrain-là, qu'il n'y en a aujourd'hui, même s'il y a une tendance de fond. Et par rapport aux artistes, ils ont un message à faire passer. Et eux, en fait, forcément, on va être dans la croyance, hein, puisqu'on va les écouter, mais on ne peut que les croire. Mais quel est le rôle, en fait, j'ai envie de dire, comment vous voyez-vous, en fait, ce monde de la finance évoluer? Parce que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont court-termistes et qui sont égoïstes dans ce monde-là, mais comme partout ailleurs, d'ailleurs, le monde de la finance n'est pas différent des autres. Et donc, comment vous le voyez évoluer, comment vous le voyez contribuer à cette évolution de la société? Et de la même façon, les artistes, comment eux peuvent contribuer à cette évolution de la société, sachant que les artistes, en fait, c'est toujours aussi le monde des riches quelque part. Ouais. Alors, je caricature, Non, bien mais sûr. J'évoque un tout petit peu les artistes dans le livre aussi, en disant, voilà, si effectivement, les crises ont souvent entraîné des grands mouvements artistiques, hein, enfin, des grandes réussites artistiques. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qui va sortir de cette crise-là au niveau artistique? Est-ce qu'on est capable d'avoir des œuvres qui sortent de cette crise, qui ont la force de Autodix après la guerre de 14 ou Guernica que montrait Nadège tout à l'heure après celle pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre d'Espagne. Donc, et aujourd'hui, un petit clin d'œil effectivement dans le livre, je dis aujourd'hui, c'est pas tellement malheureusement. Alors, il y a évidemment ce que montre Nadège avec Curare et Ribéron, enfin voilà, des beaux exemples d'artistes qui sont dans la réflexion. Ou Banksy, c'est qui et alors, voilà, pareil, oui, enfin Banksy, là encore une fois, enfin je trouve que Banksy, c'est la caricature de l'art qui est tombé dans le mercantilisme le plus total. Et quand tout le manque de confiance après. c'est ce que je cite dans le bouquin en disant finalement ce qu'on a eu là pour l'instant depuis le début de la crise, c'est l'explosion du do-it-yourself, hein, avec donc des millions de vidéos do-it-yourself qui sont en train de se déverser partout sur Twitter et YouTube, etc. Et puis on a Banksy qui nous fait un petit tweet avec des photos de petites souris dessinées sur sa cuvette de toilette en disant ma femme n'aime pas quand je travaille à la maison. Alors bon, c'est un peu une caricature, je ne vais pas réduire Banksy à ça, mais honnêtement, c'est pas extrêmement brillant aujourd'hui comme première réponse, comme premier retour de l'art à la crise. Mais bon, voilà, Nadège, je te laisserai compléter et essayer d'infirmer cette vision des choses. Pour ce qui est de la finance, je crois que il y a évidemment une défiance totale depuis la crise de 2008, probablement un petit peu avant. Et j'ai du mal à imaginer que cette défiance puisse évoluer de façon vraiment forte. En fait, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est qu'on a réussi à mettre à l'agenda du secteur financier la question des impacts environnementaux et sociaux, la question de la soutenabilité. C'est quelque chose qui était vu comme étant un peu voilà, déconnecté du monde financier, enfin, qui n'avait rien à faire dans le monde financier il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, on a réussi à le mettre à l'agenda. Tout le monde en parle. Et du coup, il y a eu la création d'effectivement ce qu'on peut appeler une finance verte, c'est-à-dire des outils, de l'innovation financière qui sert à régler un certain nombre de problèmes, enfin en tout cas qui s'attache à améliorer les choses d'un point de vue environnemental, social, d'un point de vue d'intérêt général. Ça, je pense que c'est une vraie victoire malgré tout, et ça existe. Simplement, cette finance verte aujourd'hui, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, c'est à faire bouger le cœur du système, c'est-à-dire à faire bouger le fonctionnement même des marchés et de la finance. Et notamment, le court-termisme extrême de cette finance n'a pas beaucoup évolué.
Et ça, tant qu'on n'arrive pas à toucher à ce cœur-là, on va avoir une finance verte qui va être une espèce de comment dire, ouais, de médicaments en fait autour, enfin de soins qu'on apporte, mais qui ne changent pas le cœur du système. Et donc, tant qu'on a effectivement des transactions financières à la microseconde, tant qu'on a effectivement une focalisation sur les résultats trimestriels des entreprises qui sont publiés, on n'arrivera pas réellement à faire de la finance la solution complète au problème auquel on fait face. Merci. Mais Nadège, tu pouvais aussi réagir. Non, j'étais justement, je me posais la question au sujet de Banksy. Je pense qu'il y a un rapport, effectivement, là où je rejoins Philippe, c'est que quand on est un artiste de cette dimension, faire des petits rats, des petites souris dans les toilettes, comparé à Guernica, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même dimension. Après, Banksy, à sa manière, a su, mais le dernier événement qui a été assez remarquable, après ton livre, Philippe, après la sortie de ton livre, qui a été comment il a pu venir en aide avec son navire aux réfugiés sur la mer. On est, c'est toujours dans l'art la question, elle est, il y a toujours une question de rapport au temps. C'est-à-dire que ce qui fait les grandes œuvres, ça se fait dans la durée, et que on a des artistes qui ont tous voulu se mettre dans quelque chose, dans la créativité à différents moments, passer la sidération. Il y en a qui ont voulu tout de suite passer à l'expression artistique, d'autres qui ont eu besoin de vraiment digérer ce qui était en train de se passer pour pouvoir ensuite extérioriser des choses, mais sachant que on parle beaucoup des petits commerces, beaucoup de choses, d'endroits et beaucoup de personnes qui subissent de plein fouet cette crise. Et les artistes, forcément, aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça ne peut pas enlever la présence d'une œuvre. Et à un moment donné, quand on ne connaît pas un artiste, quand on veut découvrir un artiste, il faut voir. Et donc, les artistes sont aussi les grands perdants de cette crise en ce moment, même s'ils ont tous, à leur façon, essayé de se réinventer. Et donc ça, c'est d'une façon générale, je pense qu'il est encore peut-être tôt pour savoir si on va avoir des œuvres majeures qui vont sortir de cette crise. Mais en tout cas, alors, tu parlais de l'action, Bertrand, comment sensibiliser les gens. Il y a beaucoup d'artistes qui, étant eux-mêmes en difficulté, n'ont pas hésité à faire des entreprises caritatives pour pouvoir subvenir à aider des gens qui étaient encore dans des situations de grande précarité à cause de cette crise. Donc, je pense qu'on est en ce moment dans quelque chose où les artistes sont extrêmement mobilisés, certainement sur plein de fronts en même temps, l'environnement, la crise sanitaire. Certains ont un rapport à l'autorité qui est assez complexe et forcément un rapport à la liberté qui est très particulier. Donc, c'est une période un peu chaotique et je pense que c'est dans le temps qui nous éclairera sur l'avenir de l'art. Je t'ai dit beaucoup de choses en même temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais merci. De toute façon, je pense que c'est sans fin. Mais c'est vrai que je pense que... je voulais aussi dire que les artistes, malheureusement, leur message, quand je disais ils s'adressent aux riches, c'est parce que c'est vrai que, je ne veux pas dire qu'ils s'adressent aux riches, mais en tout cas, ils s'adressent à une minorité, ou en tout cas, une minorité écoute leur message. Je ne suis pas sûr que la majorité les entendent.
Pardon, être collectionneur, c'est viscéral. Donc, c'est tous les budgets, c'est tous les pouvoirs d'achat. Et il y en a qui vont mettre plus de temps avant d'acquérir une œuvre, mais s'ils ont envie d'acheter une œuvre, ils l'achèteront. Donc, c'est évidemment qu'il faut faire attention quand on parle de ce genre de sujet, mais je pense que la collection d'art, on a beaucoup de débordements, on a beaucoup de choses très excessives avec les ventes aux enchères à plusieurs millions, d'artistes qui explosent comme ça du jour au lendemain. Enfin, il y a un côté où on s'emballe, et on est très proche d'une bulle financière, enfin, d'une certaine manière, d'une bulle. Mais voilà, je pense que le rapport à l'argent et l'art, il est à nuancer. C'est pas une critique. Et ce que je veux dire, c'est que ce que perçoit tout le monde, en fait, c'est l'événement en fait, de Banksy qui détruit son œuvre devant tout le monde. C'est en effet ces œuvres qui atteignent des millions. Et c'est pas forcément le message qu'il y a derrière. Voilà, bien sûr. Et c'est dommage. Semi-homme-femme, avec l'idée donc que les femmes n'ont pas le temps d'être pessimistes, que la testostérone est une hormone triste, tout ça, qui m'a beaucoup touchée parce que dans l'environnement, il y a beaucoup de femmes notamment qui sont très impliquées aujourd'hui. Et je me dis, est-ce que vous avez l'impression que les hommes se sentent plus obligés de jouer cette espèce de jeu social où on leur fait croire que la concurrence est absolument capitale, qu'il faut justement avoir cette richesse sans but, même si pour vous c'est une tâche. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus enclins à jouer ce rôle et et si c'est vrai, comment faire en sorte que ça change? Voilà. Oui, vaste question. Non, mais je pense que il y a quand même un sujet culturel et d'éducation qui est extrêmement fort. Hein. On le voit et qui se continue à se perpétuer aujourd'hui. Enfin, y compris dans la façon dont dont les études se font pour les garçons et les filles. Quoi. Donc, clairement, nous, quand il faut qu'on recrute dans nos métiers les plus liés au sujet vraiment financier stricto sensu, on a énormément de mal à trouver des profils féminins. Énormément de mal. Et dans les salles de marché aujourd'hui, c'est effectivement 80% d'hommes. Et ça reste ça dans les recrutements, même si certaines banques essayent de faire des efforts pour faire plus de sélectivité, d'essayer d'avoir plus de profils féminins, c'est extrêmement difficile. Et alors, la question après, c'est de savoir, est-ce que c'est lié au profil masculin ou féminin? Moi, on m'a posé la question, justement, j'ai participé il y a quelques semaines à un événement qui a été organisé par le think tank Marie-Claire sur justement l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Et la question qui m'a été posée, c'est de dire, est-ce que finalement, dans la finance verte, vous avez plus de femmes que dans le reste de la finance? Et j'ai répondu de la façon suivante en disant, c'est pas la vision que je pense qu'il faut qu'on développe, c'est-à-dire que si on continue, si effectivement, y compris dans ces métiers-là, on se dit les femmes vont aller vers la finance verte, pourquoi? Parce que c'est les petites fleurs et les petits animaux, c'est clairement pas du tout. Et donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas au contraire dire, mais une femme, elle a aussi le droit d'être greedy, de vouloir écraser, j'ai caricature, mais gagner beaucoup d'argent, dominer le marché. Et donc, finalement, ce droit-là doit exister aussi, autant pour les femmes que pour les hommes. Voilà. C'est ça, en fait, la question. Est-ce que pour les hommes, il existe la possibilité d'échapper un peu à cette espèce de darwinisme mal compris, de concurrence, Ça, c'est une question fondamentale. Je pense effectivement que il y a une vraie difficulté pour les hommes d'échapper à ça aujourd'hui. Et d'une certaine façon, de la même façon que c'est difficile quand je parle de ces sociétés de caste, en fait, en quelque sorte, donc là, je ne parle pas d'hommes et de femmes, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, c'est extrêmement difficile quand on est dans le système financier, par exemple, de sortir du lot et de dire non, moi, je veux que ça fonctionne différemment. Et c'est vrai que c'est un biais qui est quand même extrêmement masculin, parce qu'effectivement, ce monde économique est dominé par les hommes de façon générale. Et donc, effectivement, c'est extrêmement difficile de sortir de ce cadre-là. Et donc, du coup, par extension, je crois que vous avez raison, c'est extrêmement difficile pour un homme de sortir de
de cette vision qui fait qu'il doit réussir, il doit dominer, il doit être le représentant d'un système. Oui, c'est une évidence. Et vous, comment vous avez fait pour faire alors ce pas de côté, de vous dire, ben, je mets ça en dessous de… Parce que je dois avoir un côté féminin assez développé. Juste une petite aparté. Florence, on soutient ton livre, Florence, puisque Florence est journaliste, mais aussi auteure, et très engagée dans l'environnement. Il a écrit un livre sur l'environnement et les questions qui s'appelle Toucher Terre. Voilà, c'était une petite… Je travaille pour elle, pour Marie-Claire, mais c'est pas grave. Ouais. C'est bien aussi. Merci Nadège. Et j'ai une question pour Philippe. Alors Philippe, merci pour ce livre qui est très intéressant parce que quelque part, en fait, je suis en train de faire ce que vous avez fait, quelque part. Je suis passée du trading de marché et là, je suis en train de passer dans l'impact. Et bon, évidemment, voilà, j'ai ma croyance. Et donc, vous parliez de changement du cœur du système. Quelle est votre croyance dans ce domaine-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour changer le cœur du système qu'on a aujourd'hui, qui est court-termiste, qui d'ailleurs ne va pas pour l'instant s'améliorer, puisque la Chine s'engage dedans à plein, avec toute sa population qui joue à la bourse comme il joue au casino. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est extrêmement difficile de s'attaquer à ce cœur du système. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a des… alors, c'est aussi, je pense, une question de… moi, je défends l'idée que pour l'Europe, notamment, c'est une question de souveraineté, ce sujet-là. C'est-à-dire que les normes sont faites aujourd'hui par le monde anglo-saxon, par les Américains, et effectivement, ça sera le cas par les Chinois demain, et avec une vision qui n'est pas très différente, je suis d'accord avec vous. Heureusement, oui, ils ne sont pas très différents, les Chinois. Non, et donc, du coup, effectivement, pour les Européens, la question est de savoir si on a la capacité de créer, d'être un créateur de normes, en fait. On l'a vu, aujourd'hui, par exemple, il y a un sujet, il y a pas mal d'échanges aujourd'hui sur les questions de normes environnementales et sociales, sur tout ce qu'a fait la Commission européenne dans ce domaine-là. Si on prend l'exemple si on fait le parallèle avec les normes financières, la comptabilité d'une entreprise, par exemple. La comptabilité d'une entreprise, c'est un sujet extrêmement clé. Ça a l'air d'être hyper technique, mais la façon dont vous faites, pour ceux qui sont entrepreneurs parmi vous, vous savez très bien que la façon dont vous faites la compta de votre entreprise a des impacts très forts sur les décisions que l'on prend. Or, la comptabilité des entreprises est dictée aujourd'hui par des normes qui ont été établies principalement par les Américains. Et la question, c'est est-ce que demain, on va voir la même chose sur les normes environnementales et sociales? Et c'est une tendance c'est un risque qui est extrêmement fort. D'où, je crois, l'importance pour la France, pour l'Union européenne, de travailler sur ces domaines-là et de dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quoi la norme pour nous? Comment est-ce qu'on prend en compte ces externalités dans la façon d'analyser une entreprise? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise pour nous? Je parlais de la loi Pacte tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire une entreprise? Est-ce que c'est uniquement une entité qui appartient à ses actionnaires, ou est-ce que c'est un projet qui fait partie qui est intégré dans l'intérêt général plus global? Voilà, ça, ce sont des définitions, des normes que l'Europe doit défendre. Et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être effectivement à faire bouger un peu les choses. Mais le système aujourd'hui, il est encore une fois gouverné par des normes que l'on ne contrôle pas. Voilà. Et aussi, tout à l'heure, on parle de l'Afrique. Donc, nous, on travaille sur l'Afrique, en fait, pour le côté impact. Ouais. Et vous savez, l'Afrique est des derniers terrains de jeu en politique internationale, puisque, pour commencer, nous, les Européens, souvent des déchets, parlons du cas Trafigura, il y a quelques années, en Côte d'Ivoire,
sur les déchets nucléaires. Parlons des déchets, de tout ce qui est e-waste qu'on balance en Afrique. Bon, après, les gouvernements locaux sont censés les traiter, ils ne les traitent pas. Et maintenant, on a la Chine qui débarque dessus, qui construisent, au fait, qui délocalisent toutes les usines les plus polluantes vers l'Afrique. Donc, l'Afrique, est-ce que nous, quand on fait de l'impact, on se limite à ce qu'on fait sur le continent européen et on se dit que, bon, Afrique, bon, c'est pas très grave, ou vous pensez que pour changer le système, ce serait intéressant d'englober l'Afrique dans ce qu'on fait? Oui, alors après, tout dépend enfin, moi, je pense évidemment que l'Afrique est comment dire, l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique. Enfin, je pense qu'on pourrait dire la même chose de l'Amérique latine et du sujet de l'Amazonie, par exemple. C'est-à-dire que Tout à fait. par nos comportements dans les pays développés, par notre mode de consommation, on a des impacts sur les pays en développement. Et c'est, je pense, assez stérile de vouloir jouer dans un dialogue de qui est le coupable. Typiquement, Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est est-ce qu'on agit sur ces continents? Ma question, c'est est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on la conversation qui a commencé à s'établir entre les pays, enfin entre Emmanuel Macron par exemple et le Brésil au moment des feux en Amazonie est une réaction intéressante. C'est bien d'être dans l'action et de dire voilà, il faut sauver l'Amazonie. C'est très bien. Mais la culpabilisation de ces pays-là n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, la déforestation en Amazonie provient pour l'essentiel de la consommation de viande dans les pays développés, quoi. En Europe et aux États-Unis. Bon, voilà, ça je le raconte un petit peu dans le bouquin à travers le sujet REDD, donc en disant, voilà, finalement, c'est une façon de se dédouaner de tout ce qui est compensation carbone, où on dit on va replanter des arbres dans les pays en développement. C'est une façon de se dédouaner, de compenser notre façon de vivre, nos modes de consommation dans les pays développés. Donc, faire de l'impact en Afrique, oui. Faire de l'impact consistant simplement à venir faire de la compensation de choses négatives que l'on ferait dans l'hémisphère nord, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Après, le deuxième élément aussi sur l'Afrique et qui c'est intéressant, ouais. qui fait écho à toutes les discussions qu'on peut avoir sur la question de l'immigration, puisque Nadège évoquait tout à l'heure effectivement Banksy et les naufrages en Méditerranée. Souvent, on entend le discours consistant à dire il faut aider l'Afrique à se développer parce que ça permettra d'éviter les mouvements migratoires vers l'Europe. Et ça, j'ai trouvé que je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de François Gémen qui s'appelle On a tous un ami noir, qui a été publié il y a quelques semaines. Et je trouve qu'il explique bien, c'est assez intéressant, il explique bien dans ce bouquin que c'est un leurre, ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas la solution, enfin, on ne résoudra pas le sujet de l'immigration par le développement, à la limite, au contraire, parce qu'en réalité, les migrants, ce sont souvent ceux qui ont les moyens de migrer, ceux qui ont l'argent suffisant pour migrer, parce que ça coûte cher de partir, de faire immigration. Et donc, du coup, faire du développement, c'est probablement augmenter la quantité de personnes dans ces pays-là qui vont être en capacité de migrer. C'est juste un éclairage, je trouve, assez intéressant, qui montre que, il faut, encore une fois, il faut aller faire du développement en Afrique, parce que c'est essentiel, mais il ne faut pas le faire pour de mauvaises raisons. Il ne faut pas le faire pour compenser ce qu'on fait en Occident, et il ne faut pas le faire pour éviter, soi-disant, d'avoir cet impact migratoire qu'on aura potentiellement de toute façon, parce que c'est une évolution qui est inscrite un peu dans l'histoire.
Philippe, Merci. je vais pas tarder, mais si je peux vite intervenir, merci pour tes réflexions toujours aussi intéressantes. Évidemment, je partage beaucoup de ce que tu as dit aujourd'hui. J'ai pas encore lu ton livre, donc c'est promis, là, dans les prochaines semaines, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Évidemment, je partage beaucoup ce que tu dis sur la schizophrénie qu'on a quand on essaie de changer le système de l'intérieur, sur les doutes d'un système à aller au-delà du business as usual et du statu quo, sur le court-termisme, etc. Mais du coup, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec le Trumpisme, etc., la montée du populisme, on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut renouer un contrat social d'un point de vue d'une élite qu'on est tous. Donc, j'ai vraiment, au-delà, tu vois, des questions de finances vertes qui m'ont toujours intéressée, je me demande, est-ce que tu vois une petite lueur sur les questions démocratiques de renouveau avec un engagement qui pourrait, tu vois, éviter le populisme. Et est-ce que tu as des petites idées, de petites pistes sur ces questions-là? Ça m'aurait intéressé, on n'en a jamais parlé. Bon, alors, je pense que la situation est compliquée. Alors, si je dois dire, moi, je me suis engagé en politique pas beaucoup ces 4 dernières années, comme tu sais, derrière Emmanuel Macron il y a 4 ans, avec cette idée-là, avec l'idée que on était dans une situation de rupture très très proche de la rupture, et donc qu'il fallait absolument qu'on ait un gouvernement qui change la façon dont on intègre la société civile dans la méthode de gouvernement. Et c'était la promesse d'En Marche au démarrage, quand même, il faut le dire. C'était quand même bien ça, c'était d'aller retrouver en quelque sorte la société civile et la faire travailler et sortir de cette politique complètement professionnalisée, déconnectée du reste de la population. Je dois dire que malheureusement, j'en tire pas un bilan extrêmement positif, puisque on n'est pas loin de la situation d'origine, voire pire sur certains sujets, et que voilà, le système politique, de la même façon que ce que je disais du système économique et de sa capacité à digérer la contestation, le système politique a une capacité de digestion de ces mouvements citoyens qui est extrêmement puissant, et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. La politique a digéré En Marche complètement et son mouvement citoyen, et à tel point qu'on est obligé finalement à la fin de créer des ersatz de ça que sont la Convention citoyenne, qui, voilà, moi personnellement je trouve un élément, à la fois intéressant dans sa conception et ce qui a été fait, et en même temps un leurre, parce que c'est un peu perdant-perdant. C'est ce qu'on est en train de voir sur la Convention citoyenne, c'est-à-dire finalement une très grande frustration de la part de ceux qui ont participé à ce mouvement-là. Donc voilà, je pense que finalement, au point où on en est aujourd'hui, de la rupture entre les citoyens et le monde politique, quelles sont les actions, quels sont les sujets sur lesquels on pourrait essayer de travailler? Lutter contre l'abstention dans les élections, ça me paraît être intéressant, y compris d'ailleurs, je vois fleurir pas mal de textes ces derniers jours là, sur l'intérêt de mettre en place en France du vote par correspondance ou du vote électronique, pour essayer de réaugmenter, parce que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis malgré tout. On a beaucoup parlé des aspects négatifs, mais c'est l'élection dans laquelle il y a eu le plus de participation aux États-Unis depuis toujours quasiment. Et donc il y a ce renouveau démocratique. D'une certaine façon, il existe, même s'il s'est répercuté en grande partie sur Trump. Il y a quand même un intérêt pour l'élection qui a été fort. Donc ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut travailler. Et puis, la façon de sortir de ça aujourd'hui, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais et c'est peut-être un peu terrible, mais je me demande s'il ne nous faut pas une espèce de populisme progressif. J'ai un peu de mal, ça me fait un peu peur de dire ça parce que c'est très inquiétant d'arriver là, mais je me dis, si on veut si on continue à avoir des gens qui se positionnent comme étant dans l'élite et qui parlent au reste du peuple, ça ne va juste pas marcher.
le problème avec Trump, c'est pas tellement qu'il soit populiste, c'est qu'il soit dangereux et fou et que ses idées soient extrêmement inquiétantes. Si on considère que populiste, c'est parler au peuple, est-ce qu'il ne faut pas effectivement avoir un mouvement politique qui soit beaucoup plus en capacité de parler au peuple, donc d'une certaine façon un peu populiste, mais avec des idées progressistes. Voilà. Je ne sais pas si ça peut exister, j'en sais rien. C'est vraiment C'est quand même de la manipulation. Hein. Le populisme, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, mais est-ce qu'on n'est pas dans la manipulation de toute façon, tout le temps, dans le monde politique aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce que finalement, quand on se dit... est-ce que toute la communication autour du Covid aujourd'hui, c'est pas... et alors là, je ne veux pas tomber dans les discours complotistes, etc. Mais je veux dire, est-ce qu'on ne se leurre pas un peu, d'une certaine façon, quand on croit être dans la raison, dans le raisonnable, etc. Et finalement, quand on se rend compte que la moitié de la population pense de toute façon qu'on ment. C'est quand même inquiétant, quoi. Je veux dire, et je pense qu'on ne peut pas se contenter de se draper dans cette position de nous sommes dans la raison et donc on a la vérité. Et ben enfin, voilà, au point où on en est aujourd'hui, je sais pas si c'est la bonne solution. C'est-à-dire qu'on revient sur le sujet des croyances versus les faits, en fait. Et aujourd'hui, en fait, tomber dans le populisme, c'est tomber sur des croyances positives ou négatives, quel qu'il en soit, mais ça serait forcé. Enfin, on n'est plus dirigé par la science ou par la connaissance. C'est de toute façon dommage. Ça veut dire créer du narratif, et c'est pour ça, et on revient à l'art aussi d'une certaine façon. Que quand je dis populisme, c'est peut-être pas le bon terme, mais il faut réussir à retrouver un médium, enfin une façon de parler à une population sans qu'elle pense. Du leadership. Ouais, je ne sais pas si c'est seulement du leadership, parce que le leadership, à nouveau, c'est... oui, peut-être du leadership, je ne sais rien, mais pas le leadership condescendant et élitiste. Voilà. Et sans inciter à la division aussi. Ah. Oui. Oui. Bon. Est-ce que tu veux conclure, Nadège? Bah écoute, je veux bien conclure, mais c'était très très intéressant. Donc un grand merci déjà d'avoir pu. On a vraiment abordé beaucoup de questions qui auraient elles-mêmes mérité encore des heures et des heures. Mais l'important, c'est justement, dans la dystopie, on dit qu'on peut difficilement accéder au bonheur. Et puis, il y a des penseurs, psychothérapeutes ou philosophes qui disent que, avant tout, l'un des premiers générateurs de bonheur, c'est le lien. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de donner du sens en cultivant un lien sur des sujets qui nous rassemblent. Et voilà, c'est ce que tu fais au travers aussi de tes actions. Donc, c'est, je pense, peut-être la petite lumière au bout du tunnel, c'est peut-être simplement le lien. Oui, peut-être juste un mot pour dire, c'est sûr que je ne suis pas un grand optimiste, hein, vous avez pu vous en rendre compte, c'est pas, voilà. Mais en même temps, je pense qu'il faut être dans l'action. On n'a pas d'autre choix que d'être dans l'action. Enfin, je veux dire, c'est la seule. S'il y a une lumière au bout du tunnel, il y a peut-être le lien, mais c'est la volonté d'agir, quoi. C'est ça qui nous finalement qui est la principale lumière possible. Ça a coupé. Non, vous m'entendez plus? Bon, apparemment, j'ai raté, j'ai eu un problème de connexion. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Ah, pardon. Ok. Donc, tout va bien. Je cite Gramsci dans le bouquin. Ça ferait plaisir à un de mes collègues qui me cite régulièrement.
Voilà, c'est le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est une très belle conclusion. Bon. Merci infiniment, Philippe. J'espère qu'on refera des choses comme ça bientôt. En vrai, physique. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.